Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de faire une entrevue avec une personne très sympathique et plein de ressources et plein de connaissances. Donc, c'est un spécialiste de la rénovation écologique. Il est entrepreneur certifié actif dans la région de Montréal, conférencier depuis plusieurs années maintenant pour la PCHQ, Solutions ERA et Cohabitation et aussi la Commission scolaire de Montréal. J'ai le plaisir de recevoir en entrevue Monsieur Nicolas Giroir. Bonjour, comment ça va vous autres? Ils doivent bien aller. Toujours un plaisir d'être avec toi, Stéphane. Oui, merci. Donc, on se connaît un petit peu. Donc, probablement que dans l'entrevue, je vais te tutoyer. Alors, allons-y comme ça. Alors, parle-moi tout simplement de l'origine de ton travail comme entrepreneur, avant même d'être dans le domaine écologique. Oui, en fait, ça a probablement, comme la plupart des gens, débuté par une anecdote. On remonte, on est en 2005. À ce moment-là, j'étais en veston-cravate. Je ne sais pas si tu savais ça. Et je travaillais dans le milieu de la finance. Donc, j'étais formateur, j'étais prof en finance. Et suite à un imbroglio avec ma patronne à l'époque, j'ai dit, ah, regarde, de toute façon, tu as juste à dire que je ne travaille plus pour toi. Tu sais. Ma conjointe de l'époque se retourne, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, avec un bébé dans les bras, avec 3 enfants en bas âge préscolaire. Oh, Non, non, ça va, ça va. Tu sais. Et d'une chose à l'autre, j'ai passé l'été avec le bébé dans les bras. Et à la fin de tout ça, j'ai dit, bon, ben c'est le temps de partir justement dans ma passion. Et c'est là que j'ai décidé de devenir entrepreneur général en rénovation. J'avais déjà derrière la cravate, c'est le cas de le dire, plusieurs maisons. Parce qu'à l'âge de 21 ans, je me suis acheté une petite maison, je l'ai retapée. À 24 ans, j'ai acheté un triplex, je l'ai retapé. Après ça, à 27 ans, j'ai acheté un autre. Et j'ai déboulé les maisons comme ça. Donc, je me suis dit en 2005, ben let's go, on en fait une carrière de ce que je faisais comme bricoleur les week-ends. ah, voilà. OK. Donc, tu as pris une expérience d'autoconstructeur Oui, et je vais même avant de faire te décider. Oui, et je vais même faire la petite parenthèse d'auto-rénovateur parce que j'ai jamais construit du neuf. J'ai toujours été dans le milieu de la rénovation. OK, d'accord. Donc, tu étais vraiment déjà axé sur une vocation pratiquement. Oui, puis ma première maison remonte ben, ça fait 28 ans, donc ça va trahir un peu mon 50 ans d'âge, là. Mais à l'âge de 21 ans, j'ai acheté une maison, puis j'en ai 50, donc ça fait 28, 29 ans maintenant, là. Oui, c'est ça. J'avais payé 60 000 la maison, je me rappelle encore, avec des taux d'intérêt de 14,25. Alors, voilà, ça fait. Une chance qu'elle n'avait pas coûté cher à l'achat déjà. Oui, exact. Mais là, je fais une entrevue avec toi parce que tu es éco-entrepreneur. Donc, pourquoi tu as fait le pas? Tu devais déjà être entrepreneur sans être éco-entrepreneur avant? Oui, ben en fait, la notion existait à peu près pas. Et c'était déjà une aberration lorsque j'arrivais avec mes employés où, en une journée, les montagnes de matériaux que l'on sortait d'un chantier, c'était comme assez faramineux. Et à cette époque-là, 2005-2006, on lançait tout dans un conteneur, puis c'était pas grave et ça disparaissait comme par miracle. Et là, j'ai arrêté, j'ai dit non, c'est pas moi. À la maison, je recycle. Euh, j'ai déjà fait du compost dans ces années-là. Et je me suis dit, ben non, c'est une aberration de jeter tout ça. Alors, on va commencer déjà le tri à la source. Alors, c'est comme ça, petit à petit. Et ensuite, avec des formations spécialisées avec énormément éco-habitation, je dis, oh yes, il y a vraiment plein d'options. Et éco-habitation a créé l'homologation éco-entrepreneur en 2013. Et j'ai été, je crois, parmi les 5 premiers éco-entrepreneurs accrédités là, Ah au oui. Québec. Ouais. OK, donc ça fait à peu près 5 ans que tu es éco-entrepreneur. Oui, ça fait 5 ans que le programme existe et depuis le début, là, j'étais vraiment prêt. Tu as dû voir la différence. Donc, quand tu as commencé à être éco-entrepreneur, qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu fais de l'éco-rénovation? Bien, le chemin était vraiment difficile. Les premières années, lorsque je disais je cherche de la peinture sans COV, les gens disaient c'est quoi ça? Tu sais? Et ah oui, je pense que, attends, il y a Benjamin Moore, peut-être que tu vas être capable d'aller trouver quelque chose. Et alors qu'aujourd'hui, c'est comme ah oui, la science COB, parfait, bien sûr, suivez-moi, du 2 par 4 FSC. Alors,
surtout la facilité d'obtenir les matériaux, les fiches techniques. Lorsque je dis que mon conteneur, je veux qu'il soit vraiment calibré, on veut savoir combien il y a des composantes pour la recyclabilité et les calculs. Je dis, oui, oui, pas de problème, je t'envoie le rapport. Tu sais. Alors que dans le temps, c'est quoi ça, lead? Tu sais, c'était Ouais. vraiment... Donc, l'éducation dans le milieu professionnel, c'est phénoménal en quelques années, hein, en 5-10 ans, la différence. Oui, et puis tu as dû voir aussi rencontrer des clients plus récalcitrants. Donc, tu as dit que c'était déjà plus difficile à trouver des produits, mais il a dû falloir que tu sortes de tes meilleurs arguments pour essayer d'en convaincre certains. Bon, probablement qu'il y en a qui viennent parce qu'ils savent que tu es éco-entrepreneur, mais c'est quoi les meilleurs arguments que tu dois prendre quand il y a des éléments sur lesquels tu dois convaincre d'aller de l'avant sur un élément écologique? Ouais, ironiquement, je dirais que j'ai pas besoin de convaincre. La première étape pour un vendeur, évidemment, c'est de ne pas parler puis de se taire. Ça, c'est la première étape qu'on apprend. Écoutez. Écoutez, hein, deux oreilles, une bouche. Donc, un bon vendeur, c'est qui? C'est celui qui fait parler son client, qui pose des questions, qui pose des questions. Et lorsque j'ai devant moi un client, une cliente dont la prérogative, la priorité, c'est A, B, C, puis que le E de écologie n'est pas là, ben est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que je suis capable, moi, de répondre à ses besoins? Il veut A, B, C, peut-être ça va être l'argent, son besoin va être... Est-ce que je vais être capable de respecter son budget Ouais. sans aller au détriment de mes valeurs, de mes objectifs? Et si ça correspond à ce que je peux lui livrer comme marchandise, ben je le fais. Et une fois que le client est satisfait de mon offre de service, de mon contrat, ben derrière, je vais dire à mes gars, à mes filles, OK, et on fait comme d'habitude, mais je ne vais pas en parler au client. À l'inverse, s'il me dit, non, non, lance tout ça, démolis, mets-moi du vinyle, mets-moi... je non, je ne pourrai pas vous aider et je vais tout simplement décliner la proposition d'affaires. Je vais refuser le client, carrément, parce que c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est facile. Je me suis ramassé dans une belle situation de référencement et Ouais. aujourd'hui, je dois refuser des clients. Tu le sais, j'étais monté à 30 employés temps plein. Ouais, ouais. J'avais un calendrier qui était assez phénoménal. J'avais une santé mentale qui n'était pas très phénoménale. Ouais. Donc, j'ai vraiment calmé la machine. Aujourd'hui, on roule avec 8-10 employés plus les partenaires. Donc, j'ai appris à dire non et, et c'est tant mieux parce que là, maintenant, je peux vraiment m'associer avec des clients où je perçois que le souci de bien réaliser, puis même s'il ne connaît pas l'écologie, je vais l'éduquer, je vais lui montrer. Et il y a plein de gestes qui ne coûtent pas plus cher. C'est juste de faire les choses différemment. Et ça, c'est mon rôle à tous les jours quand je parle avec mes clients. Donc, tu choisis surtout par affinité, ou il faut au moins que le client ait au moins un minimum d'intérêt écologique, là, puis tu n'as pas tant que ça à argumenter sur l'ensemble. C'est plutôt des fois sur des choix, c'est peut-être plus leur faire comprendre la différence entre un matériau meilleur que l'autre, argumenter peut-être plus sur des choix précis. Ça ne te dérange pas, ça te convient, autrement dit. Ouais. Et comme entreprise, il y a plusieurs rénovateurs qui vont inclure le service de design, de conception. Ouais. Moi, comme choix d'affaires, j'ai décidé de ne pas avoir de designer, d'architecte dans mon équipe. Alors, lorsque le client me contacte, il devrait savoir ce qu'il veut avoir. Alors, la manière que l'on fonctionne, c'est que le client fait un premier coup de téléphone ou un courriel au bureau, dit j'ai un projet de réno, je vais rénover ma cuisine, nanani, nanana. Parfait. Alors, mon estimatrice chargée de projet, bien sûr, envoyez-nous vos plans. Vous n'avez pas de plan. OK. Envoyez-nous votre liste des travaux. Vous n'avez pas de liste de travaux. OK. Avez-vous votre designer? Vous n'avez pas de designer, pas d'architecte. Bon. OK. Et là, on va faire un rendez-vous téléphonique avec tous les clients. Et là, mon rôle durant cette première rencontre téléphonique-là, c'est de dire aux clients, écoutez, vous ne voulez pas improviser, vous ne voulez pas vous ramasser avec des défoncements de budget, puis avec 3 entrepreneurs qui vous font 3 soumissions complètement disparates. Vous voulez donc avoir une situation qui est claire, nette et précise. Alors, je vais éduquer le client. Alors, il existe des designers, des architectes, des technologues. Alors, je vais vraiment retourner à la case conception
un client qui n'est pas prêt. Et lorsqu'il m'arrive, je lui dis, est-ce que vous me permettez la petite question? Au lieu de ce produit-là, à qualité similaire, on pourrait avoir ce produit-là qui a l'avantage d'être québécois, qui a l'avantage d'aider nos emplois, qui est local, qui est écologique, etc., etc. Et là, ça devient mon rôle avec son architecte, avec son designer. Et souvent, je vais le faire par la bande. Au lieu d'en parler au client, je vais appeler l'architecte, je vais dire, hey, au lieu de tel produit, qu'est-ce que tu en penses qu'on aille chercher une certification WaterSense? On aurait l'avantage pour ton client que. Et ainsi, c'est le designer ou l'architecte qui maintient le côté esthétique. Et moi, je suis juste là derrière la scène pour m'assurer qu'on aide un peu notre planète et l'économie financière. Hein? Si c'est une robinetterie WaterSense, ça va coûter moins cher de chauffage d'eau chaude pour le client. Ouais, ouais. C'est une économie. Donc, tu essaies d'être impliqué, de ne pas perdre le fil quand tu remets un client sur la phase de conception, de savoir avec qui il va faire affaire pour que tu puisses ensuite peut-être prendre les devants, hein? Autrement dit, communiquer avec cette personne-là qui va faire la conception pour le client pour être sûr que le client ne va pas revenir à lui puis faire du yo-yo, à aller d'un à l'autre, lui il m'a dit ci. Oui, il faut quand même laisser le client mijoter son projet. Hein? Alors, je ne vais pas trop m'immiscer au début de la phase conceptuelle. Donc, c'est plus à l'étape où, lorsqu'on nous demande de soumissionner, OK. parfait, on regarde ça. Et lorsque j'ai le mandat, là, je vais faire des addendas avec le concepteur pour dire, hey, qu'est-ce que tu en penses si on faisait ça? Serais-tu offusqué si je proposais au client qu'on réutilise des vieux madriers et qu'on en fasse la bibliothèque dans le coin que tu pensais? Ah, ben oui, bonne idée. Bon, parfait. Mais toujours avec la complicité du concepteur, c'est vraiment important de ne pas court-circuiter, bien sûr. Et puis là, ben, quand on est en rénovation comme ça, bon, il y a l'étape de conception, mais il y a aussi certains cas où vu que c'est de la réno, il y a de l'inconnu. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe en arrière de nos murs. Fait que là, il doit arriver des fois des imprévus. Comment tu fais pour gérer ces imprévus-là? Est-ce que, bon, sans te mettre les mots dans la bouche, est-ce que tu demandes au client d'avance de prévoir une marge d'imprévu? Laquelle? Oui. Les débordements de budget ont deux familles. La première, c'est la surprise de la maison. Et ça, c'est à peu près 20 du temps. 80 du temps du défoncement du budget, c'est le fameux tant qu'à y être, c'est l'improvisation du client. Donc, heureusement, malheureusement pour le client, mais heureusement pour moi, 80 du temps, c'est de l'émotivité de la part des clients. Ouais. Donc, et ça, on pourra en reparler, je crois que c'est assez intéressant. Lorsque c'est la maison qui me joue des surprises, déjà, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'imprévisible est souvent prévisible. Je m'explique. Le client me dit, Nicolas, ton mandat, c'est de venir agrandir par l'intérieur. On retire un mur et on vient vraiment en profiter pour mettre une poutre et faire en sorte que la petite chambre en arrière devienne la salle à dîner. Classique de Montréal, hein, avec nos appartements en rangée. On a des appartements qui sont sombres, qui sont étroits. Et déjà, je suis à la visite initiale, je n'ai pas fait ma soumission. Et je pose la question à mon client, bien sûr, s'il y a de l'électricité dans le mur, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas pensé à ça. Je dis, ben oui, parce que là, on voit qu'il y a 3 interrupteurs, 2 prises, mais mettons là que votre locataire au 2e étage, le gros câble d'alimentation de son panneau électrique passe dans ce mur-là. Ah ben oui, regardons ça. Et mettons que sa plomberie à votre locataire, elle passe dans ce mur-là. OK. Est-ce qu'il y a du gaz métropolitain? Est-ce que? Donc déjà, la surprise est prévisible. Mm-hmm. Et là, je vais dire à mon client, évidemment, je ne vais pas vous demander 2000 $ de plus au cas où je rencontre les imprévus ABC. Mais vous devez, pas me le dire à moi comme entrepreneur puis à mes différents collègues soumissionnaires, mais vous devez, savoir quels sont les scénarios catastrophes et quel type de budget vous pouvez prévoir. Bon, alors si on a un drain de toit qui passe là en vieille fonte qu'on doit relocaliser, prévoyez un budget d'environ 2500 $. Si c'est le riser, donc le terme pour dire le gros câble d'alimentation, Okay. et qui est assez long, bien là, environ 1000 $, supposons, avec un peu. Et ça, je ne vais pas l'inclure dans la soumission parce qu'on ne le sait pas.
mais je vais m'assurer que mon client comprenne quels sont les risques. C'est comme si je décide de partir de Montréal et d'aller à Rimouski, qu'est-ce qui peut arriver comme complication? Évidemment, des crevaisons. Bon, si j'ai une crevaison, j'ai un pneu de secours, je vais perdre environ une demi-heure le temps de vider le coffre. Bon, ensuite, je peux avoir du trafic. Vous avez quoi? Laurier Station, vous avez Lévis. Bon, généralement, Laurier Station, ça va bien. Et je peux quand même avoir également un accident de voiture où je peux avoir... Et c'est tout ça qui est quand même prévisible et la première étape que les clients devraient faire avant de visiter un endroit ou un autre pays ou avant de faire des grosses rénovations, c'est planifier, planifier, puis planifier et se mettre une contingence, hein, un coussin de sécurité, en sachant quel type d'imprévu il peut avoir. Une petite parenthèse qui est intéressante, lorsqu'on fait une rénovation majeure, tu sais, je rentre dans le logement et on dégarnit tous les murs, ce qu'on appelle un strip en bon québécois, là, où vraiment tout le vieux plâtre est retiré, on change toute l'électricité, la plomberie. Bien, ironiquement, le pourcentage d'imprévus est faible. J'ai pris pour acquis que j'allais remplacer l'électricité. Alors qu'à contrario, si je viens faire uniquement une intervention dans une salle de bain que je viens rénover, je sais pas, 20 000 c'est facile sur une salle de bain de 20 000 de mettre 4 5 000 d'imprévus d'électricité, de plomberie, de solives qui ont été découpées par un ancien plombier qui fait que la capacité structurelle n'est plus là. Et ben, 5 000 d'imprévus sur une salle de bain de 20 000, ouch, c'est 20 25 d'imprévus. Alors que si j'ai un strip complet, c'est pas grave, remplacer 3 solives quand de toute façon, tous les plafonds sont ouverts. L'électricité, de toute façon, même si j'avais des vieux câbles d'aluminium des années 80, j'ai déjà budgété de tout refaire, l'électricité et la plomberie. Donc ça, c'est par la planification, par la conscientisation de mes clients que je peux vraiment l'aider à savoir quelles sont les crevaisons qu'on peut avoir, puis combien devrait coûter environ une crevaison. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Mais quand même, somme toute, on peut l'aider à l'avance. Puis la photo en arrière de moi, c'est un cas, c'est un petit client. Oui. Est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était un cas où il y a eu des imprévus ou... Ce dossier-là est vraiment sympathique. C'est à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Et on a eu 2 imprévus. Le premier, on s'en allait retirer, donc sur ton côté droit, on avait un placard avec un bout de mur et on allait retirer un mur porteur. Avec l'ingénieur, systématiquement, on n'avait pas pu créer des percées exploratrices, faire des trous pour vraiment s'assurer à ce moment-là, mais c'était prévu que la première journée, avec l'ingénieur, on envoyait des photos puis on transmettait les mesures pour confirmer tout ça. Première surprise, le mur porteur n'est pas du tout porteur, c'est une cloison. C'est comme, wow, ben, madame la cliente, désolé, vous venez de sauver 6 000 Ouais, ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, celle-là. Oui, oui, absolument. Et la deuxième, on avait un vieux parquet de bois franc sous le prélat, sous le contreplaqué, et finalement qui était vraiment beau. Donc, avec la cliente, quelques réparations de bout de plancher là où on a retiré la cloison. Donc, dans son cas à elle, 2 belles surprises. Le mur n'était pas porteur, donc juste une cloison, et on a pu récupérer, restaurer un bon vieux plancher de bois franc presque centenaire qui était vraiment beau. Donc, c'est un beau clin d'œil dans ce cas-là. On en voit un petit bout là, de ce côté-là là, du plancher. Exact. Là, il y a les imprévus qu'il faut gérer, mais il y a aussi les tanks à yêtre. Donc, c'est quoi la différence entre gérer un tank à yêtre puis celle de gérer l'imprévu, là? Ah, c'est majeur. Et, comment dire, de moins en moins. Mais j'ai encore certains de mes collègues qui se disent, je ne vais pas changer la nature humaine. Le client qui improvise, puis qui m'arrive avec des « Hey, tant qu'à, là, le jeudi matin, on va faire ceci, cela ». J'ai vraiment un problème avec mon oreillette, mais c'est pas grave. Et certains de mes collègues se disent, ben écoute, la nature humaine étant ce qu'elle est, je ne changerai pas l'humain. Alors, s'il veut un ajout, ben, on va saler, poivrer l'extra. Et c'est ce qui fait que les entrepreneurs ont souvent des réputations désagréables parce qu'on sait bien, vous autres, vos extras,
un petit bidule vient de me coûter 5 000 $. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le bidule qui a coûté 5 000 $. C'est toute la cédule de travail, l'orchestration des partenaires, le calendrier de réalisation, l'autre client subséquent qu'il va peut-être falloir décaler. Donc, Ouais. tout ça a un coût économique, mais surtout un coût administratif. Moi, j'aime pas arriver avec un extra de 5 000 $ si l'intervention dure 1 000 $. Donc, j'ai appris que je ne pouvais pas moi non plus changer la nature humaine, mais il y a deux choses. Un, j'ai jasé avec le client avant le début des travaux et je lui ai dit, vous ne voulez pas improviser, puis moi, je ne veux pas vous improviser. Qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'il va arriver telle situation? Qu'est-ce que madame va dire? Qu'est-ce que monsieur va dire? Qui dans le couple va apporter une idée intelligente un mercredi soir? Hey, on pourrait faire ça. On est dans les travaux, là, c'est plus le temps. Là, tu sais. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réagir? Donc, déjà, je vais dire aux clients que 80 % des défoncements de budget vont venir de eux et non pas de la maison. Ceci étant su, qu'est-ce qu'on va faire lorsque ça va arriver? Et ben, le rôle de médiateur familial, des fois, je l'ai un peu avec le couple, de dire, bon, madame propose ceci, monsieur, non, oui, non. Puis une petite anecdote que j'aime bien dire dans mes cours. Stéphane, c'est quoi la différence en rénovation entre un investissement et une dépense? Oh, l'investissement, ben, il va donner de la valeur à ta rénovation, alors que la dépense, bien, ça risque d'être juste une sortie d'argent, mais que tu vas avoir de la misère à récupérer. Exact. Et concrètement, en réno, ça dépend juste c'est qui dans le couple qui a proposé l'idée. Chérie, j'ai une idée, c'est un investissement. Non, c'est une dépense. Alors, évidemment, c'est une blague pour dire que selon qui dans le couple propose l'idée, ça peut ou ne pas être une bonne idée. Mais c'est sûr que ça devient mon rôle à moi de faire halte. Et il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête avec mon chef d'équipe, avec mes menuisiers. Bon, là, ce que vous me demandez là a 3 impacts importants. Et je vais les mettre par écrit et je vais devoir avoir la signature du client avant d'autoriser, avant de faire les travaux, de l'extra ou de l'imprévu. A, je vais calculer, mon chef d'équipe, mon estimatrice vont calculer combien coûte ce projet-là, cette différence-là. Bon, c'est 5 000 $. OK, c'est pas tout. B, votre projet qui était 60 000 $, avec ce 4e addenda-là, cette 4e modification-là, on est rendu à 85 000 $. Et c'est pas le 5 000, c'est juste 5 000. Non, c'est 85 000 où là, le client se réveille et réalise on est déjà rendu à 85 000 si la tendance se maintient. Et ça, c'est important parce que, oui, mais c'est juste 3 000. Non, c'est la 4e fois qu'on dit c'est juste 5 000, c'est juste 3 000, c'est juste 8 000. Et là, vous êtes rendu à 85. Ah, là, c'est plus la même chose du tout, là. Ouais, c'est Et ça. là, on vient de ramener la réalité vraiment. Et le 3e impact, très important, le calendrier. Rappelez-vous, Madame la cliente, je vous avais dit que pour ces projets-là, ce projet-là, cette intervention-là, j'allais être dans votre maison pendant 4 semaines, par exemple. Dans le 4 semaines, j'avais mis un peu de marge de sécurité, mais avec ce que vous me rajoutez là, je vais être rendu à 6 semaines, parce que je fais déjà 3 modifs, là. 6 semaines, ça veut dire qu'on ne sera pas chez nous le 1er juillet. Ben non. Et n'oubliez pas que les vacances de la construction qui s'en viennent. Et là, ça, là, combien coûte l'extra? Combien arrive votre budget total et votre calendrier? Ça refroidit beaucoup, beaucoup des improvisations mixtes ayant pour thème « Hey, j'ai pensé à ça cette nuit. » Oui, ben, ça donne un peu un exemple aussi en même temps de la médiation que tu dois faire, hein, parce que parfois tu dois aider le couple à bien choisir entre un tant qu'à y être et le pas tant qu'à y être. Oui. Et c'est là que moi, ben, c'est un peu le nom de ma compagnie, les projets de Nicolas, c'est que je dis à mon client et je pense sincèrement que je vais aller faire le projet chez le client comme si c'était ma maison. Et c'est pour ça le nom, hein, l'étymologie, les projets de Nicolas, je vais faire le projet chez Stéphane comme si c'était ma maison, avec l'esthétisme de Stéphane, mais avec ma maison quand même. Et dans ma maison, je veux que ce soit beau,
je veux que ce soit de qualité, je veux que ce soit durable, mais je veux le coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut la peine? Et je vais souvent le ramener dans ces cas-là de médiation. Écoutez, croyez-vous vraiment que l'idée de monsieur, le 5 000 $ qu'on va mettre, fait en sorte que lorsque vous allez revendre votre maison dans 10 ans, parce que vous m'avez dit que c'était dans 10 ans, là, par exemple, est-ce que vous allez vraiment avoir 5 000 $ de plus à votre vente? Et là, ça, c'est un peu l'argument qui vient statuer, non, on ne fera pas une scène de plus. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour 10 ans de mettre 5 000 $ que vous venez de me dire que vous ne récupérerez pas? Donc, coût-bénéfice. C'est de la brique, c'est du bois. Si la personne me dit non, je vais être là pendant 50 ans, ça va me permettre de. Madame, est-ce qu'elle est d'accord? Sur 50 ans, le 5 000, ça correspond. Et là, ils vont voir eux-mêmes les pour et les contre de chacune des étapes. C'est vraiment un élément que les gens ont de la difficulté à penser. Combien de temps qu'ils font leur projet? C'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans, c'est pour 25 ans et c'est pas du tout la même chose. Les temps qu'à y être n'ont pas la même valeur du tout. C'est la première des 3 niveaux de planification. À chaque fois que je donne un cours avec Solution RH, je dis toujours il y a 3 règles de base. Planifier. La deuxième s'appelle planifier. La troisième s'appelle planifier. La première planification est vraiment de haut niveau. Que vais-je faire avec cette maison-là? Combien de temps je vais l'avoir? Est-ce que je vais la léguer à mes enfants? Est-ce que je vais la vendre? Est-ce que je vais la louer? Et ça, c'est la première étape. Donc, en sachant quel est le produit, quelles seront les phases? Phase 1, phase 2, phase 3. Cette année, on fait A, B, C. Dans 5 ans, une fois qu'on a refinancé ou peu importe, on va faire D, E, F. Et ça, c'est vraiment important. Dans cette phase-ci, qu'est-ce que je veux faire? C'est mon deuxième niveau de planification. Alors, on sait au niveau, cette année, on fait le sous-sol. Dans 3 ans, on refait le rez-de-chaussée. Dans 5 ans, on refait la toiture, les fenêtres. Donc, dans cette phase-ci, deuxième niveau de planification, qu'est-ce qu'on fait pour être en corrélation avec mes phases finales? J'en parlais avec un client tout à l'heure. Il ne sait pas ce qu'il veut encore. Bon, alors on a parlé 1h30 au téléphone, de lui dire, là, vous me parlez, peut-être vous allez ajouter un étage. Peut-être. Vous ne savez pas. Et en même temps, vous me dites que vous voulez rénover le sous-sol, mais que votre fondation actuelle, votre ingénieur l'a déjà confirmé, n'a pas la capacité portante pour ajouter le poids d'un étage. Donc, il va falloir qu'on casse la dalle de béton au sous-sol et qu'on creuse et qu'on coule des grosses semelles de béton, des gros blocs de béton pour reprendre la charge. C'est beaucoup de sous. Ça va. Et on va sortir des gros poteaux en métal pour venir faire une espèce de exosquelette, donc une structure autoportante sur transfert. Ça va. Je m'en vais creuser votre sous-sol dans la phase A. On va probablement mettre un beau plancher radiant, on va finir le sous-sol. Et 5 ans plus tard, vous allez me dire, « Hey, Nico, viens casser le béton, il faut mettre des semelles. » Mais non, ça ni queue ni tête. C'est à cette étape-ci de votre premier niveau de planification que vous déterminez. Est-ce qu'il y a une probabilité, oui ou non, qu'un jour, j'ajoute un étage? Si la réponse est peut-être ou si la réponse est oui, maintenant, quand je vais aller creuser votre sous-sol, je dois avoir vos plans d'ingénieur qui me disent la quantité de semelles, la position et leur grosseur, quel type d'armature, ce qui fait que lorsque vous rajouterez, bien, vous n'avez pas à casser du béton, puis un plancher radiant et la finition de votre sous-sol. Tout est prêt. Et c'est ça de la planification. On ne veut pas improviser. Ouais, d'où l'importance ici de savoir la deuxième étape est dans combien d'années, mais rendu à cette étape-là, il va en rester combien avant de vendre ou de déménager dans plus petit parce que ça va être rendu trop grand. Donc, le projet va-t-il vraiment avoir une raison d'être encore dans 5 ans d'agrandir une deuxième fois? Hein? Et ce qui est intéressant, je le dis également à mes clients, puis même si d'une chose à l'autre, vous ne le faites pas, cet agrandissement-là d'ajout d'étage, mais vous avez les plans. Facteur de revente. Hey, monsieur l'acheteur potentiel, regardez les plans. C'est déjà prévu. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ça peut être une plus-value qui peut être récupérée par après, même si on ne fait pas les travaux, parce qu'il y a eu un plan. Donc, le plan, il y a une valeur. Le plan a une valeur. Évidemment, la réglementation municipale peut changer, donc à faire attention. Hein. Peut-être que la réglementation ne permettra plus l'ajout d'étages. Surtout
avec l'expression montréalaise des shoebox, hein, alors les petites maisons d'un étage, on Ouais. sait qu'il y a beaucoup de lobbying de la part des citoyens de garder le cachet du Montréal des années 30, 40. Donc, on croit que la permissivité de la ville d'ajouter des étages sur les shoebox va peut-être changer. Là. Ça commence. Bon, il va falloir qu'il en protège quelques-unes, certainement, parce qu'il n'y en aura plus sinon. Ouais. Ouais. Mais en même temps, hein, ça leur donne plus de value en taxes à percevoir à la ville. Fait que, il faut travailler. Il faut que le patrimoine travaille fort. Ouais. Ouais. Ben là, on a vu un peu comme tout le projet, la partie préparation, mais là, on fait de l'éco-rénovation. On va avoir un beau look avec des matériaux recyclés ou usagés. Qu'est-ce que tu utilises comme ressources de matériaux usagés? Là? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Est-ce qu'on est obligé d'aller à la campagne, cogner à la porte d'un fermier pour un cultivateur lui demander s'il y a une grange à démolir bientôt? Où est-ce qu'on trouve? Est-ce que tu as quelques idées là-dessus? Oui. Alors déjà, la première étape, c'est moi de devenir partenaire avec le client, avec son goût esthétique. Hein. Comme je disais, je ne fais pas le design, je ne fais pas la conception. Je vais être vraiment à l'étape d'assister le client. Le client me dit, oui, je veux une belle bibliothèque comme sur ton site web, Nicolas, qui sont des vieux madriers récupérés. Bien, ça, j'en ai toujours. Alors, ironiquement, ça, c'est vraiment un bon vendeur. J'ai toujours au moins, 30, 40 solives de plancher qu'on récupère et qui sont entreposés dans mon garage. Et il y a quand même un peu de travail hein, pour retirer les clous, il faut entreposer. On le sait que Montréal, ça me coûte cher, les entrepôts. Donc, ça, je vais les revendre à un prix d'environ 2,50 $ du pied linéaire OK. pour le client. S'il me dit, ah, est trop gros, c'est trop brut, je veux quelque chose d'un peu plus fin, bien là, je vais lui dire, bon, écoutez, il y a des commerces qui revendent des vieux matériaux. Alors, on pense à Éco-Réno, qui est situé sur Papineau également à Montréal, qui est un endroit qui a vraiment des matériaux usagés, des vieux éviers en émail, des vieux bains sur pattes, des vieilles poignées, des vieilles portes, il y a plein de trucs. Mais surtout, c'est de vérifier au niveau dans les médias sociaux, les Facebook, les Kijiji. Et moi, à l'inverse, j'ai même développé le réflexe. Lorsque mon client me dit « OK, Nicolas, viens défaire ma cuisine », parfait. Est-ce que vous allez récupérer les caissons? Parce qu'ils sont encore belles, les armoires, là. Oh, non, c'est du chêne, ça fait tellement 85. Non. OK, avez-vous un ami qui pourrait en bénéficier? Oh, non. Bon, parfait. Écoutez, ce que je vais faire, moi, je vais m'en occuper. C'est un service gratuit. Je vais les mettre sur mes médias sociaux, sur mon blog de notre site web et nous avons un client. Dans 2 semaines, nous allons récupérer des armoires de cuisine et on prend des photos avec le ruban à mesurer, clic, et on les met sur les médias sociaux à donner. Je pense à un site, je pense à Facebook, une des pages qui s'appelle « Veux-tu ça, toi? » VC, Veux-tu ça, toi? Veux-tu? VTCT ou As-tu ça, toi? Tu sais, et vraiment, c'est plein de trucs à donner. On vient de donner un vieux lavabo de cuve de lavage et à donner avec les mesures des photos, a besoin d'un réémaillage. Et finalement, c'est une personne qui l'a récupéré et qui était bien contente de la mettre. À donner, ça fonctionne. Puis, occasionnellement, j'imagine que vous êtes capable de revendre certains morceaux. Moi, je ne veux pas me mêler à ça, sauf les gros madriers recyclés où là, il y a vraiment un besoin qui est précis. Mais habitant Montréal, ma réalité, c'est que je n'ai pas un garage qui fait 10 000 pieds carrés parce que je pourrais remplir 10 000 pieds carrés avec les vieux calorifères en fonte, les vieux... Ah ouais. Il y aurait tellement du beau stock, mais ça devient un travail supplémentaire que je Mais pas nécessairement comme mission, toi, là, de le revendre, mais si tu annonces sur Kijiji pour le client de revendre ses caissons d'armoire, ça arrive-tu ou c'est plutôt juste pour donner à ce moment-là parce que tu veux surtout que ça sorte et que ça serve à quelqu'un? Oui, moi, ce que je dis toujours à mon client, allez-vous les récupérer? Par exemple, les armoires de cuisine dans la salle de lavage en bas, c'est du rangement qui est parfait. Là, dans la salle de jeu des enfants, Ouais. bon, peut-être pas celle en chaîne, mais les blanches mélamine, là, 95, ça peut être parfait pour la salle de lavage. Ou sinon,
Avez-vous quelqu'un ou voulez-vous essayer de les vendre? Parce que des fois, on a du beau matériel là, et on a des cuisines qui sont pas très vieilles. Je dis aux clients, écoutez, essayez, vous, de la vendre. Moi, je ne le ferai pas pour vous parce que là, OK, on m'offre 50. Non, on m'offre 50. Non, non. Ça c'est du temps qui serait trop difficile à rentabiliser. Mais le client qui met son annonce sur les médias sociaux, Kijiji, les packs, etc., lui, pour avoir un peu d'argent, ça vaut la peine. Et j'ai des clients qui réussissent à bien vendre. C'est comme n'importe quoi. Il faut s'en occuper, Oui, c'est actualiser, ça. rafraîchir la page. Ouais. Oui, 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 oui. Parfait. On avance un peu dans notre entrevue. Est-ce que tu as des matériaux préférés que tu utilises? Pour toi, là, quels sont les 3 produits phares en rénovation écologique? Si on parle de produits dans un premier temps. OK. En termes de produits, aujourd'hui, il y a zéro raison que les gens mettent la bonne vieille peinture qui pue conventionnelle, alors que la peinture sans COV, composé organique volatile, elle est le même prix, elle est d'une belle qualité, elle s'applique bien. Donc ça, déjà, mon premier non négociable. Et je ne pose même pas la question à mon client. C'est sûr qu'on va lui appliquer de la peinture sans COV. Dans cette même famille de 100 COV-là, ça commence, mais ce n'est pas encore facile, les moulures, le MDF sans COV. Le MDF, c'est un résidu, hein? C'est vraiment de la fibre de bois qui aurait été une espèce de biomasse et on en fait des moulures, des plaintes, des cadrages. Ouais. Et en soi, c'est pas mauvais. C'est vraiment un résidu, c'est québécois, c'est local. La problématique de la MDF, elle déteste l'humidité. Ouais. Donc, à ne pas mettre dans un endroit comme une salle de bain, bien sûr. Et sa deuxième problématique, c'est les émissions de composés organiques volatiles, puis on avait de l'urée formaldéhyde dans le temps. Mais il y a des... Tu utilises quoi? C'est tellement répandu. Mais on a des panneaux de MDF sans COV. C'est pas vendu partout, mais on peut en avoir vraiment aujourd'hui qui est homologué avec du MDF. New Green 2, c'est des produits entre autres de la compagnie Uniboard. Il y a différents fournisseurs selon votre région du Québec à vérifier, mais ça existe du MDF ou du HDF qui est fait sans être dommageable pour la santé des occupants. Ça, tu vois ça dans les grandes surfaces? Non, pas vraiment. C'est Non, vraiment hein? dans des endroits spécialisés encore. OK. Moi, j'ai des fournisseurs spécialisés où juste des entrepreneurs peuvent commander. Et évidemment, il faut que j'en commande beaucoup. Alors, aller chercher juste un panneau de 4 pieds par 8 pieds me coûte Ouais, ouais. cher. On va Puis plutôt quelqu'un travailler. qui n'aurait pas accès à cette ressource-là, est-ce qu'il serait mieux encore d'utiliser de la moulure de pain jointé, là, quand c'est plein de petits bouts rattachés? Hein? Absolument, absolument, parce que là, on sait qu'on a un peu plus d'empreintes au niveau du bois qu'on a utilisé dans la forêt, mais comme c'est du bois qui est vraiment embouffeté, alors c'est des petites retailles qui auraient été jetées, donc là, oui, ça devient un bon compromis. Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Puis on a 2, là. T'en as-tu un troisième? Oui, alors définitivement, on parle de peinture, on parle de tout ce qui est robinetterie certifiée WaterSense. Alors, Ouais. WaterSense, c'est un petit logo qui est fait par une entreprise indépendante qui confirme que vraiment, ce sont des robinets à faible débit qui vont permettre, pour à peu près le même prix, d'avoir vraiment moins d'eau chaude, donc économie de chauffage de l'eau pour le propriétaire. Et honnêtement, on a des produits québécois qui font la certification WaterSense. On a des beaux produits fiables. Go, allez-y. C'est un non-sens que de juste prendre une importation qui prend 3 fois la consommation d'eau. Ouais. Ben, ça, c'est presque un équipement. Fait que je vais te mettre au défi là, de me nommer 3 équipements phares en éco-rénovation. Là, on est rendu dans les équipements. Ouais, des Oui. équipements. Ça peut être un équipement de chauffage ou de récupération d'énergie. Ouais. C'est pas trop, là. OK. Définitivement que dans la réno, le piège, surtout, je suis en milieu urbain, hein, on a un bâti urbain qui est très 1900 à 1950, 1960, et on sait qu'avant les années 50, il n'y avait pas d'isolation dans nos murs. Ouais. Donc, les clients me disent, Nicolas, viens chez moi, isole ma maison, parfait. Et là, systématiquement, tu me vois venir. OK, vous voulez que je mette un gros sac de couchage au-dessus de grand-maman qui a presque 100 ans. Et pour pas que ça pourrisse l'humidité dans les murs, on doit avoir un coupe-vapeur. Donc, une fois que grand-maman, je lui ai mis un gros sac de couchage, je dois lui mettre un gros sac de vidange, hein, hyper étanche à l'humidité.
mais vous ne voulez pas de VRC. Et ça, c'est mon coup de cœur définitivement, c'est que dans toute situation où on change les propriétés mécaniques de la maison, non négociable, le client devra mettre un échangeur d'air, récupérateur de chaleur ou un récupérateur d'énergie. C'est un no-go pour moi. Le client me dit, viens isoler tout ça, OK, puis votre échangeur d'air, ouais, mais j'ai pas 10 000 $ pour faire ça. Bien, alors non, je vais étouffer votre maison, vous allez avoir des contaminants dans l'air, il va y avoir des risques de moisissure dans les bonnes murs. Oui, avec, non pas le feu, mais vous jouez avec l'eau dans ce cas-là. Et non, je ne veux pas être partie prenante de ces problèmes-là de santé pour les occupants. Ouais, c'est une science du bâtiment, là, ça va tout ensemble. Hein. Dès que tu commences, si tu réisoles puis que tu rends étanche, ça prend l'échangeur d'air. Donc, c'est comme une équipe, hein? C'est un trio qui. Oui, oui, oui. Donc, au niveau des équipements, c'est sûr que le VRC, c'est la prérogative de base. Au niveau des équipements également, je vous dirais, ben, le bon vieux, mais qui n'est pas si vieux que ça parce qu'il n'est pas encore vraiment poussé, récupérateur de chaleur d'eau grise, hein, thermodrain, écodrain, là, qui remplace le power pipe. Ouais. J'en ai installé un chez moi. OK. Non, j'ai profité de l'installer avec des sondes de température qui sont monitorées à l'Université McGill. En temps réel, je vois le résultat et avec les différents systèmes, puis dans une autre chronique, on pourra peut-être en reparler si tu veux, j'ai vraiment de l'eau. Exemple, en février, qui arrive à 3 degrés Celsius. L'aqueduc, la ville arrive à 3 degrés Celsius. Et avec mes 2 phases de préchauffage de l'eau, une qui est une micro-géothermie et l'autre qui est vraiment le récupérateur de chaleur d'eau grise commerciale, l'eau rentre dans mon chauffe-eau non pas à 3, mais à 25, 27, 28 degrés Celsius gratuitement. Et ça, c'est encore méconnu. C'est sûr qu'on paye pas cher d'électricité au Québec, mais quand même, sur du long terme, pour une composante sans entretien, sans filtre, c'est vraiment mon coup de cœur également comme équipement. Excellent, excellent. Là, le temps passe comme professionnel, ton exercice avance, la technologie avance. Est-ce que tu vois dans un avenir proche un développement additionnel là, en tant qu'éco-entrepreneur? Là, est-ce qu'il risque d'y avoir une autre coche, là, une autre marche à franchir dans l'environnement, dans les techniques, les astuces, les produits? Qu'est-ce que tu vois qui peut s'en venir ou que toi, je ne sais pas, que l'entreprise va être capable de faire un pas de plus? Oui, c'est une belle question. Définitivement, j'ai connu une croissance qu'on appelle anarchique, hein, où il y a de la demande, ben, on engage, et il y a de la demande, et on engage, et on engage, et on engage. Et ça, non, ce n'est pas pour moi. J'ai repris la qualité plutôt que la quantité au niveau du client, de s'assurer que le client on prend le temps. Donc, je n'ai pas, tu sais, j'ai 50 ans, c'est jeune, mais j'ai pas d'objectif de croissance. Non, pas du tout. À l'inverse, actuellement, ce que je flirte beaucoup, ce que je regarde beaucoup, c'est de prendre ces énergies-là dont j'ai vraiment structuré la rénovation. La rénovation au Québec, c'est un artisan qui prend son camion, son sac à clous, puis qui va faire de la réno avec 1 ou 2 salariés. La rénovation au Québec, c'est ça, ce sont des artisans. Alors, et c'était moi, hein, Nicolas, qui avait son sac à clous, puis qui allait chez des clients, puis qui engage 1 ou 2 salariés. Et mes collègues, a priori, ne sont pas vraiment très structurés au niveau comment bien répondre aux besoins du client. C'est ça de la vente. Hein. De la vente, c'est quoi? Quel est le besoin du client? Est-ce que je peux y répondre? Oui, non. Ouais. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est tout. C'est correct. Il y a des restaurants fast-food, puis il y a des restaurants de cuisine santé, mais quel est le besoin du client devant moi? Si c'est du fast-food, c'est pas moi. C'est correct. Il faut apprendre à le respecter, ce besoin-là. Donc, mon rôle que je vois de plus en plus, c'est d'aller accompagner mes collègues entrepreneurs pour les coacher. Alors, je suis en train même de monter une petite formation de 4 ou 6 jours de formation. Comment bien percevoir le besoin du client? Comment rédiger une entente, une soumission qui est détaillée? Quels seront les inclus, les exclus?
comment faire en sorte que votre client va être protégé, que vous allez être protégé, faire des calendriers de paiement, comment avancer au niveau de la structure, le suivi. Donc, comment venir structurer un artisan et s'assurer, parce que honnêtement, au Québec, les entrepreneurs travaillent fort. J'en entends à toutes les semaines qui me disent, je travaille 70 heures semaine, puis je vais me chercher un salaire de 40 000 par année, 50 000 par année. Ouais. Et quand on regarde le taux horaire, il fait quoi? 5 de l'heure, 8 de l'heure? C'est un non-sens avec toujours l'épée de Damoclès d'une poursuite, d'un risque qu'ils se blessent, que les employés. Donc, mon rôle, c'est vraiment de venir éduquer un peu et évidemment, ouais, j'ai vu. Oui, j'ai mon chat qui s'approche. Oui. Il tente une approche. Je le tasse un peu. Et évidemment, avec la corrélation respect de la planète, respect pour mon demain, évidemment, donc d'aller éduquer, d'aller coacher mes collègues entrepreneurs avec évidemment le souci écologique et peut-être même, qui sait, ce sera des participants d'éco de Solutions ERA qui vont avoir besoin d'un coup de pouce pour les aider à structurer leur entreprise davantage, puis il y a plein de trucs qui peuvent être faits pour que ce soit gagnant, gagnant pour le client, gagnant avec l'entrepreneur. Quand je dis à mon client que je vais être là 4 semaines, si je suis là 3 mois, ça n'a pas été gagnant pour personne. Donc, non, c'est comment ça. anticiper ça, comment analyser la rentabilité de l'entrepreneur, donc mieux servir son prochain client, apprendre à chaque fois. C'est un très beau pas. C'est une belle mission. C'est pas nécessairement dans le produit, parce qu'on a déjà comme une base, un système, une façon de faire qui fonctionne. Fait que, je pense que c'est une belle mission environnementale, mais au lieu d'être dans le développement de produits, mais là, c'est dans le partage de connaissances pour que il y a énormément de potentiel encore. Hein. C'est pas tout le monde qui fait de l'éco-rénovation. Donc, tu le sais, j'habite sur l'île de Montréal. L'île de Montréal représente environ 900 000 ménages. Hein. La SCHL, elle parle toujours de ménages ou de maisons. Ce pas des maisons, mais de logements, on va dire logements. Ouais. Est-ce que tu te rappelles les statistiques? Combien de maisons sont rénovées sur l'île de Montréal à chaque année? Non, je ne le sais pas. Sur 900 000 maisons, il y en a plus de 320 000, 330 000 de rénovées à chaque année. C'est gargantuesque. Le milieu de la rénovation est un milieu économique qui est plus fort que la construction neuve, mais c'est le petit frère qu'on ne voit pas aller parce qu'il est discret, parce qu'il se promène avec son pick-up, parce que c'est un artisan. Mais 300 000 maisons sont rénovées sur l'île de Montréal à chaque année. Donc, au Québec, on parle de plus d'un demi-million. On parle de quoi? 600, 650 000 maisons à chaque année qui sont rénovées. Alors, c'est une réalité économique, mais c'est une réalité écologique. Tous les matériaux, tous les résidus de construction, toute la Voilà. Alors, ça, c'est un peu aberrant lorsqu'on réalise les chiffres, le nombre de tonnes que ça correspond de vidange à chaque année, d'où l'importance que je vienne me dupliquer, hein, que les projets de Nicolas deviennent des projets de Sylvain, de François, de Lucie, et que plusieurs entrepreneurs adoptent un peu le gros bon sens écologique envers notre planète. Puis, la maison la plus écologique, c'est celle qui existe déjà, hein, c'est celle qu'on ne construit pas. Donc, si on peut rénover de façon écologique, ben, on va l'avoir notre impact sur l'environnement si au moins, si on le justifie par une durée, si on est capable de le justifier économiquement pour soi en plus, parce qu'on le garde assez longtemps, quand on rénove pour revendre, c'est plus difficile de faire les grands pas écologiques. Hein? Oui, voilà, exact, tu le dis bien. Et on a préparé un petit partage d'écran pour que tu nous montres sur ton site Internet peut-être un projet ou je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai changé ma photo en arrière. Je ne pense pas que ce soit là-dessus que tu avais. Non, ça c'est un autre beau projet. Attends oui. Un petit peu. Ici, j'avais un petit clin d'œil. Un petit peu que je le retrouve. C'était celui-là, je crois. Un petit peu. On va aller. Non, c'est pas. Alors, c'est différents projets en rafale. Ah, voilà, celui que je voulais te parler. Ouais. On parle de recyclabilité. Est-ce qu'on voit la souris qui bouge également? Oui, on voit la souris. Alors, ici, c'est un projet qui est dans le centre-ville de Montréal, dont le client
une petite anecdote. Je lui ai jamais raconté, hein, dis-lui pas. Le client est allé récupérer une vieille fenêtre. Alors, c'est vraiment une structure d'acier dont on a remplacé les carreaux de verre qui venaient d'une industrie. Et le client voulait vraiment séparer la chambre, qui est donc de l'autre côté, des Ouais. aires de vie, et voulait que la lumière naturelle puisse rentrer. Alors, le client est allé à Boston choisir cette vieille pièce de métal-là et on le voit au centre, là, il y a un petit peu un bâti parce qu'on peut même Ouais. ouvrir cette structure-là. Ah ah. Et le client a payé quelque chose comme 100 dollars US, mais il me dit, bon, ben là, Nicolas, il faut que j'aille chercher ça, ça me prendrait un gros camion, mais là, puis j'ai dit, écoute, tu n'as pas une voiture? Oui, achète-toi un support, un rack à voiture, carrément avec des barres transversales, puis voilà, de toute façon, vas-y, et ça pèse rien. Alors, il s'est acheté des 2 par 4, il a bien attaché ça, très sécuritaire, qui est allé aux douanes et il est revenu avec ça. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil de recyclabilité qui a du vécu, hein, qui a de l'histoire. Ouais, c'est ça. Ça fait quelque chose à raconter à chaque fois que quelqu'un de nouveau vient dans son appartement. Et surtout, ce que je ne lui ai pas raconté, c'est que 3 semaines plus tard, ça fait 3 ans de ça, 3 semaines plus tard, je suis chez un autre client. Il vient d'aller la chercher, là, et même pas posé encore. Il vient d'aller la chercher et j'arrive sur la rue Christophe-Colomb à Montréal dans une cour. Puis le client qui me dit, hey, ce vieux bout de métal-là, si tu veux ça, là, c'est à donner. C'était exactement la même chose à 3,5 km du client. Je lui ai jamais dit, mais des fois, c'est pas besoin, un peu comme Paulo Coelho, hein, pas obligé d'aller au bout du monde pour aller trouver le bonheur ou pour aller trouver le matériau recyclé. Donc, ça, Ah, c'est mais un... des fois, le timing n'est pas là. Il est à côté puis tu le sais pas. Puis, Ben oui, voilà. Fait que ça, c'était un petit clin d'œil qui était intéressant que je voulais parler. Et un deuxième, attends un petit peu, on va revenir sur l'écran. J'ai un deuxième petit clin d'œil intéressant. Euh, et ça, c'est un coup de cœur. Alors, on voit l'écran. On est toujours sur mon site web, ouais. projetnicolas.com. Et mon côté formateur, mon côté de vouloir transmettre fait que j'ai beaucoup de vidéos qu'on a tournées avec les années sur différents types de sujets. Et je pense à des récupérateurs de chaleur, d'eau grise. Je pense à comment ça fonctionne. Alors, des petits clins d'œil, le système Aquartis, entre autres, des conférences. Ah oui, 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 je connais, oui. Oui, et ici, dans le haut, mon tout dernier bébé, c'est une vidéo qui vient d'être tournée il y a quelques semaines seulement. Ah. Et d'ailleurs, Stéphane, je suis encore en nomination pour des concours, les prix de Domus, la meilleure rénovation. Oui, Et oui. pour ce projet-là, c'est une dame qui est en chaise roulante et son conjoint qui mesure 6 pieds, lui, est debout. Donc, imaginez, madame fait 3 pieds 8, chaise roulante, monsieur 6 pieds, et on a vraiment adapté la cuisine. On en a fait une petite vidéo explicative et on a juste, on voit un peu la différence de hauteur, là, et on a aménagé une cuisine dont la plaque chauffante ainsi que l'évier, on pèse sur le bouton, ça monte et ça descend, on voit l'écran. Alors Oh, oui. ça c'est un clin d'œil sympathique. Il y a 45 000 personnes en chaise roulante au Québec. Alors c'est une réelle réalité de faire en sorte qu'on puisse vraiment aider les gens à maintenir à domicile, donc sur un système de vérin électrique hyper silencieux. Ça a permis l'autonomie et je reprends l'écran. Donc, ça Ouais, a c'est bien. permis vraiment l'autonomie. Et ça, c'est un petit clin d'œil que je me permettais de... Oui, oui, oui. Ben, à la limite, c'est du développement durable. Les maisons ne sont pas obligées d'être toutes adaptées comme ça. Il y a certains principes de base qu'on peut utiliser à toutes les maisons. Mais c'est un bel exemple de rénovation adaptée, ne serait-ce que ça. On parle de vieillissement de la planète, hein, le Ouais. vieillissement de la population, on parle de Ouais. maintien. Et il y a quand même 45 000 personnes euh, qui ne... Et moi-même, je ne connaissais pas ça. C'est les clients qui m'ont dit, on a trouvé ce produit-là, ça vient de la Beauce, qu'est-ce que tu en penses? Hey, avec grand plaisir d'innover et de permettre à madame de pouvoir avoir une petite fringale à 3 heures du matin sans souci. Et il y a une petite vidéo assez sympathique, ludique qu'on a effectuée justement pour en parler, qui est disponible sur notre site web.
Merci beaucoup de ce partage et je vais terminer avec quelques questions en rafale. Oui. Alors, ton choix de bois pour le plancher. Québécois, définitivement. Érable, merisier, qui sont pas mal nos classiques, mais produits québécois, clairement. Une essence indigène, comme on dit? Oui, ben oui, essence indigène et avec un plancher huilé. Oui, Verre triple ou verre double? triple. Cadre de PVC, de bois ou de fibre de verre pour les fenêtres? Oh, belle question. Bois, très noble, un peu plus d'entretien. La fibre de verre qui est vraiment un beau résultat. Malheureusement, j'ai eu une anecdote horrible avec une compagnie québécoise qui Ah ouais? distribue, je la nommerai pas, c'est pas l'objectif, et Non. j'ai eu une histoire très amère avec le service à la clientèle. Les produits n'étaient pas adéquats. J'ai tout arraché, puis ça m'a coûté de l'argent pour pouvoir respecter mes engagements envers le client. Donc, actuellement, je suis comme, mais la fibre de verre, je sais que c'est un bon produit, mais honnêtement, Ça serait peut-être pour l'avenir ou s'assurer que la compagnie qui les produise depuis plusieurs années? ouais, puis le service à la clientèle, enfin. OK. Honnêtement, les fenêtres en PVC ont beaucoup amélioré leur qualité et, tu te rappelles ce qu'on disait tantôt, coût-bénéfice? Ouais. Bien, personnellement, PVC vers triple plutôt que d'aller avec de l'alu vers double, par exemple. Alors, en fonction d'un budget, PVC est comme n'importe quoi. Les fenêtres, tout ce qui est revêtement extérieur, le métal, le bois, les terrasses, la rénovation préventive, l'entretien périodique, c'est toujours ça. Donc, toutes les ouvertures, s'assurer à chaque année, on fait le Ouais. tour. Est-ce que le calfeutrant commence à décoller? On le découpe, on le retire, on le remet, peu importe le type de fenêtre. On a des fenêtres centenaires qui sont encore très belles. Elles ont été entretenues. À Ouais. chaque fois que je mets $1 de rénovation préventive, puis je viens d'en sauver 8 environ, hein, en curatif ou en remplacement. Fer forgé, c'est la même chose. Balcon, remplacement. Mais si on allait avec des cadres de fenêtres en bois et recouverts PVC extérieur, Je pense que ça pourrait être intéressant, ça. surtout si on a un verre triple puis qu'on huile le bois à l'intérieur, ben, il ne sera pas verni. Hein. Le bois verni, là, ça noircit, c'est très difficile à entretenir, mais s'il est huilé, Oui, ça devient des belles solutions. Donc, et les recettes d'aujourd'hui, c'est un peu comme nos bases d'acrylique de douche là, des années 80 qui jaunissaient. Ils ont changé leurs recettes. On a ouais. une belle durée de vie du produit maintenant. Le PVC, c'est la même chose. Ouais. Ah, parce que c'est sûr, c'est une énergie grise. Hein. On essaie d'éviter les plastiques, les PVC qui devraient être recyclables, mais qui ne l'est pas vraiment dans le côté pratique. C'est sûr que des fenêtres, ça reste tout le temps une grosse décision, mais juste faire une parenthèse, j'ai été au colloque, ça s'appelle le Forum de déco-construction. Ça a eu lieu à Rimouski, puis il y avait des Belges qui étaient invités. Puis il y avait aussi des Français, dont une Française qui en fait est une Québécoise d'origine qui vit en France depuis 27 ans. Puis elle, deux éléments qu'elle a amenés d'important, c'est qu'elle disait deux éléments très importants en éco-construction, l'étanchéité, c'est prioritaire sur l'isolation parce qu'on perd plus en énergie sur l'étanchéité que sur l'isolation. Mhm. Puis deuxièmement, elle dit, oui, les matériaux écologiques, mais ça a un impact seulement au début, alors que le rendement énergétique et la qualité du produit, elle, c'est toute la durée de vie de notre bâtiment. Donc, oui, peut-être que les fenêtres sont moins écologiques à l'achat s'ils sont en PVC, mais s'ils sont vers triple, ben, à l'usage, beaucoup d'économies d'énergie. Donc, on récupère, mais sur longtemps. Là. Ouais. Donc, on a un rendement environnemental sur plus long que juste à l'achat puis à la production. Mhm. Donc, c'était un peu le bilan que j'ai retenu de là-bas. Hey, il me reste quelques petites questions rapides. Peinture naturelle ou latex sans COV? Ouais. C'est pas pareil, là, hein? Peinture naturelle, là? Je l'ai essayé chez moi, la peinture à la chaux. C'est une application qui est différente. C'est un look artisanal. Je ne l'ai pas apprécié parce qu'on est habitué d'avoir mon souci de la perfection du lisse, du slick, faisait que la peinture à la chaux faisait beaucoup plus de texture. Euh, Ouais. mais pour mes clients, généralement, c'est au latex, évidemment, sans COV, mais ça peut,
super bien fonctionner dans des maisons avec un peu plus de cachet. Et pourtant, tu le sais, ma maison a quand même du cachet. J'ai récupéré la vieille brique et tout ça. Ouais. Il va falloir que je réessaye, que je réessaye une approche Ouais, OK, avec... parce qu'il y a les enduits à la chaux, mais il y a des peintures naturelles qui sont vraiment à étendre au rouleau aussi, là. Mais, Oui, mais qui demeure texturé, qui demeure pas quelque OK. chose de plus minimaliste, je te dirais. Ouais. Souvent, les gens veulent un mur qu'on ne voit pas plutôt qu'un mur texturé, mais ça, c'est mon interprétation. OK. Mais mon client qui le veut avec plaisir, mais c'est rare dans mon cas. Marmoléum ou liège? Oh, j'aime beaucoup le marmoléum. La dame, justement, avec la chaise roulante, on a installé un plancher de marmoléum, entre autres. Ouais, marmoléum, j'aime bien le fait qu'on le prend dans 50 ans puis on le met au compost. C'est assez intéressant Ouais. comme constat. Donc, et des belles couleurs ludiques. On travaille avec des belles teintes naturelles. Euh, donc, très sympathique. Oui, marmot. Ouais, ouais. Serrure à clé ou combien de numéros? Oh! Belle question. Je te dirais que j'aime beaucoup les à numéros. Je ne m'attendais pas à celle-là. Et je te donne juste un petit clin d'œil. Chez moi, ma clé ouvre évidemment la porte avant, la porte arrière, la porte du sous-sol. Ouais. Mais elle ouvre également mon bureau, mais mes gens de bureau ne peuvent pas ouvrir chez moi. Et ma clé me permet même d'ouvrir chez mon ex, la mère de mes enfants, parce que mes enfants ont une clé dans les deux maisons. Donc, Ah! alors, pas besoin d'avoir nécessairement des serrures à numéro. Et une clé permet d'ouvrir je ne sais pas combien de portes dans mon cas. Ouais, ouais. On vient juste changer le barillet, tout simplement, on vient programmer. Donc, on n'est pas obligé de se ramasser avec 30 clés sur un trousseau. On peut avoir quand même une belle fonctionnalité. Mais les codes à numéro, ça peut être pratique aussi. Là. Puis juste pour finir, plus humoristiquement, là, pour te connaître toi un petit peu, là, tes cuisses ou poitrine, toi? Une poitrine de poulet, oui. Chocolat ou caramel? Non, pas de sucre. Pas de sucre! Mon Non. Dieu, t'as pas de défaut. Non, on le fera au montage. Et pour terminer, hockey ou soccer? Pour regarder ou pour jouer? Ah! Les deux. Pour regarder, ce serait... Ni un ni l'autre. Donc, pour jouer... Le soccer. Le soccer, oui. Mais je m'essouffle vite. Et au hockey, je patine pas très bien, mais je m'essouffle vite aussi. Hey, merci beaucoup, Nicolas, de m'avoir accordé ce temps-là. Et ce sera au bénéfice de toutes sortes de personnes. Je vais le placer sur mon site Internet. Éventuellement, ce sera accessible aussi aux gens de Solutions ERA. Mais le premier temps, il va être sur mon site Internet ou ma chaîne YouTube. Oui, un grand... Et on aura peut-être un autre rendez-vous. On se voit déjà à d'autres occasions. On va se voir pour Solutions ERA en janvier, je crois. Oui. Et puis, donc, je peux inviter les gens à aller voir ton site Internet, donc projetdenicolas.com. Vous allez voir des exemples, sa façon de faire. Et puis, est-ce qu'on a des liens aussi pour tes formations qui s'en viennent ou ça va être là-dessus quand tu vas faire des formations par toi-même? Ou, Ouais. Les formations vont être vraiment dédiées avec deux catégories d'entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, ce que je vais regarder, il faut que j'en jase avec Solutions ERA pour voir s'il y a une ouverture, mais je crois que oui. Et également avec les membres de l'APCHQ, où là, je débute des pourparlers via ce qu'on appelle les Rénomètres. Rénomètres, qui est une accréditation de l'APCHQ, qui vient de changer de nom pour certifié APCHQ. Donc, ça va être plus des formations. Je dirais que je n'organiserai pas moi-même. Je vais donner la formation, mais en partenariat avec des institutions qui ont les réseaux de distribution, beaucoup plus que moi. OK. Mais est-ce qu'on va y retrouver l'information sur ton site? Pas nécessairement. Dans ce cas-là, ça va être plus les gens qui auraient un intérêt de m'envoyer un courriel. Je pense que ça va être la manière la plus facile que de commencer parce que c'est un petit peu difficile un peu comme lorsque je suis prof à la CSDM sur le développement durable. C'est des cours qui sont vraiment avec un créneau particulier, donc ce ne serait pas opportun d'en parler sur mon site web et de dire « Ah ben non, je ne peux pas vous accueillir parce que c'est une clientèle attirée. » Donc, quelqu'un qui a un intérêt, avec plaisir, sur notre plateforme, médias sociaux, courriel, je pourrais le popper pour qu'on puisse le diriger à la bonne. Ouais. Ben, merci beaucoup, Nicolas. On se revoit une prochaine. Je te laisse terminer ta soirée, retrouver ta famille et puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir, Stéphane. Bye bye. OK. Bye.